Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, sur Gros Plan, nous recevons Anselme Amoussou. Il est secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Avec lui, nous allons parler du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique, édition 2020. Ce concours annoncé, annulé, mais qui, depuis quelques jours, refait surface. En tout cas, il y a une polémique sur laquelle le secrétaire général va revenir. Avec lui, nous allons également aborder le nouveau mandat du président Patrice Talon, CSA Bénin en tant que partenaire social. Quelles sont donc les attentes de ce syndicat? Nous allons également parler de la loi sur l'embauche qui ne cesse de faire débat depuis son adoption. Anselme Amoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est un plaisir. Alors, pour conduire cette émission, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, Ege. Bonjour, Arnaud. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons tout de suite entrer dans ce débat. Et comme vous le savez, nous sommes à l'aube d'un nouveau quinquennat. Le chef de l'État a prêté serment il y a quelques jours seulement. Déjà, en tant que partenaires sociaux, comment entrevoyez-vous ce nouveau mandat qui vient de démarrer? Merci beaucoup, chers amis. Le chef de l'État lui-même a voulu donner un cachet spécial à ce nouveau mandat qu'il a promis hautement social. Et en tant qu'acteur social, cette qualification nous interpelle. Nous interpelle en ce sens que, disons que le reproche qu'on a souvent fait au premier mandat du président Talon, c'était justement qu'il manquait, disons, cette petite touche pour regarder du côté donc, du bien-être des citoyens, des travailleurs. On avait le sentiment que, parce que c'est un mandat dit de réforme, les réformes étaient tellement nombreuses, tellement douloureuses, qu'à un moment donné, on se demandait si le chef de l'État avait oublié qu'il s'agissait donc de personnes, d'humains sur lesquels il devait agir. Donc, d'avoir annoncé que le nouveau mandat sera hautement social, et me donne le sentiment que le chef de l'État a certainement compris que, disons, il faut faire attention à un certain nombre de paramètres importants pour le développement. Parce que si le chef de l'État se satisfait du bilan du premier mandat, c'est certainement parce que nous, en tant que citoyens, nous, en tant que travailleurs, nous avons contribué. Nous avons subi un certain nombre de lois dures, mais nous avons contribué par notre travail. Et il est important donc qu'il fasse ce retour d'ascenseur. Maintenant, j'ai l'habitude de dire, je l'ai déjà dit ailleurs, que nous devons plutôt nous entendre sur le contenu du social, tel que vu par le chef de l'État. Est-ce que nous sommes en phase avec sa définition du social? Parce que vous comprendrez que le chef de l'État parle beaucoup comment on appelle ça, du bien-être collectif. Et nous avons tendance à regarder plutôt le bien-être individuel quand nous parlons du social. Donc le social, ça va être certainement, du point de vue du chef de l'État, que le projet Arche pour que les gens puissent se soigner à moindre coût. Ça doit être certainement des infrastructures pour les écoles, ça va être l'eau, ça va être l'extension donc des cantines scolaires, etc., etc. Ce qu'il faut faire, de notre point de vue, c'est de rappeler au chef de l'État que le social doit être également une amélioration du SMIC, parce que je dis le SMIC est à 40 000. C'est inconcevable dans un pays qui veut se développer. Nous devons rappeler au chef de l'État que le SMIC, c'est également, disons, le paiement comment nous appelons ça? Des primes? Non, des retards sur salaire pour les travailleurs qui attendent. Le social, ça doit être, bien entendu, l'amélioration des revenus des travailleurs que nous sommes. Et le social, enfin, ça doit être, je donne souvent cet exemple-là, ça doit être, par exemple, l'aspirana. On ne peut pas, quand on annonce un mandat social, on ne peut pas se permettre d'avoir des travailleurs qui sont en contrat avec l'État et qui n'ont pas de couverture sociale et qui n'ont pas un contrat plein d'un an au moins. On a parlé donc de la déclaration au niveau de la Caisse nationale sociale. Oui, nous attendons que cela se concrétise. Quand vous discutez avec les aspirants, vous comprendrez que tout cela a été un peu théorique jusque-là, que nous attendons que cela se concrétise. Mais, soit dit en passant, je pense que même quand on parle de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut d'abord que les personnes aient un contrat plein.
Aujourd'hui, l'État leur propose un contrat à 9 mois. Et les 3 mois qui restent de l'année, le gouvernement pense qu'ils ne sont pas utiles. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et je pense que ça, ce n'est pas un très bon exemple, ce n'est pas un très bon modèle que consacre un État. Et de ce point de vue-là, je pense que ce sont de petites actions que le chef de l'État peut déjà commencer à poser très rapidement pour rassurer sur sa véritable volonté d'aller vers un mandat un peu moins douloureux, je vais dire, un peu moins douloureux pour les citoyens et pour les travailleurs. Vous voulez dire donc que le premier mandat a été très douloureux et qu'il n'y a pas eu du social parce que nous avons entendu des communications. On a dit, mais lorsqu'on construit des routes, c'est aussi du social. Et donc, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de social que maintenant, on passe à l'étape hautement sociale. Est-ce que vous ne trouvez pas que... Oui, je suis d'accord qu'il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas directement liées donc, à une augmentation de salaire pour le travail que je suis. Et quand on parle des cantines scolaires, par exemple, personne ne peut nier que c'est du social à haute dose. C'est du social pour nos enfants, bien entendu. Quand on parle donc de la mise en œuvre du projet H, ça peut être une très bonne action sociale pour les citoyens que nous sommes. Mais voyez-vous, on ne peut pas non plus oublier que quand on parle du bien-être collectif, ça passe forcément par un bien-être individuel également. Et en tant qu'individu, si le chef de l'État lui-même a compris qu'il fallait mieux traiter les ministres du gouvernement, qu'il fallait mieux traiter un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'État pour les mettre dans un certain confort, je pense qu'il doit comprendre également qu'en tant que citoyen, en tant que travailleur, nous avons besoin d'un minimum. On dit que la vertu, pour s'exprimer, a besoin d'un minimum de biens matériels. Et donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas demander aux gens d'être complètement vertueux en tant que citoyens et ne pas les mettre dans un minimum de conditions qu'il faut. Donc voilà, en tant qu'acteur social... L'État dit quand même que les fonctionnaires, on a l'impression que les fonctionnaires veulent s'arroger, en tout cas, tout ce que nous avons comme ressources. Oui, et qu'ils ne sont pas les seuls dans le pays. Je suis d'accord, j'en conviens un peu trop, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le discours classique de tous les politiques. On a toujours entendu ça. On a entendu ça sous le président Yahi, on a entendu ça sous le président Soglo, on entend également ça aujourd'hui sous le président Talon. Et on comprend. C'est une manière donc disons, de discréditer un peu les demandes sociales des travailleurs. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, ce que les politiques oublient souvent de dire, c'est que le travailleur n'est pas quand même n'importe quel citoyen dans le pays, puisqu'on s'appuie sur lui pour un certain nombre de choses. Et pourquoi, lorsqu'il s'agit donc de lui faire un minimum de conditions, on trouve qu'ils en demandent trop. Et vous pensez que demander que le SMIC quitte 40 000 pour aller par exemple à 100 000 aujourd'hui, c'est demander trop. Quand on tient compte de l'environnement économique, social de notre pays, c'est pas demander trop. Il faut plutôt dire que l'État doit trouver les moyens de se donner lui-même les moyens de sa politique. Parce que quand vous voulez aller vers un objectif qui est un objectif de développement, vous avez besoin de l'adhésion spontanée des uns et des autres. Et cette adhésion ne peut se faire que sur la base d'un certain nombre d'intérêts individuels que vous prenez en compte. Donc, c'est trop facile de dire qu'ils en demandent trop, ils ne sont pas les seuls. Nous en convenons que nous ne sommes pas les seuls. Et ce que nous demandons non plus, ce n'est pas la lune. Pourquoi lorsqu'on parle par exemple des préfets, ils ne sont que 12. Pourquoi pense-t-on qu'il faut améliorer leurs conditions de travail et de vie? Pourquoi le pense-t-on? Et quand il s'agit donc des travailleurs, on trouve qu'ils en demandent trop. Voilà, c'est notre nombre, c'est notre effectif qui fait notre problème en réalité. Mais un État doit trouver les moyens justement de prendre en compte la majorité. Et je pense que le chef de l'État doit se départir de cette, disons, de ce lieu commun que tout le monde utilise en tant que politique et faire en sorte que nous puissions le croire à ses paroles. Parce que c'est lui-même qui a parlé de hautement social. Pourquoi dans son discours, il a évoqué, disons, liberté, démocratie et développement? Pourquoi a-t-il évoqué liberté? Pourquoi a-t-il évoqué l'aspect démocratie? Parce qu'il est sensible, il est à l'écoute d'un certain nombre de choses qui lui ont été reprochées. Et donc, je pense que s'il parle de hautement social, c'est qu'il est également attentif à un certain nombre de reproches qui lui ont été faits. Et il faut qu'il en tienne compte, que ce ne soit pas une théorie, que ce ne soit pas un vain mot. Il nous a donné le sentiment que quand il décide de faire quelque chose, il avance dessus. Mais c'est à nous de lui montrer justement que le social doit prendre en compte les aspects que j'ai évoqués là tout à l'heure. Et si nous arrivons à le convaincre, je pense que nous pouvons vraiment espérer que ce deuxième mandat soit un mandat qui rend heureux aussi bien l'individu
que la communauté. Justement, quand il pense à quelque chose, il avance. Vous le disiez tantôt. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté depuis 5 ans? Est-ce que vous comptez être écouté? Vous pensez que vous serez davantage écouté? On a l'impression que le mouvement syndical s'est essoufflé sous Patrice Talon. Non, en fait, il ne s'est pas essoufflé, mais il a eu des difficultés, ça il faut le dire. Il a eu des difficultés. Disons que ce que moi je dis souvent, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est la réalité, parce que nous devons être, disons, objectifs avec nous-mêmes. Ce que le chef de l'État a mis en place est venu en fait nous montrer quelles étaient nos faiblesses. Ça, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas tant la gouvernance actuelle qui est venue créer nos faiblesses, mais elle est venue nous révéler nos faiblesses. Parce que, voyez-vous, c'est une question de rapport de force. Le dialogue social, hein, la négociation avec l'employeur, c'est une question de rapport de force. Et lorsque le rapport de force ne penche pas en votre faveur, bien entendu, l'adversaire qui est en face, le partenaire qui est en face, il en profite. Nous avons fini par donner une très mauvaise image de l'action syndicale. Et vous devez en convenir vous-même, même en tant que citoyen. Moi, je suis dans une communauté, je suis dans une famille où mes propres frères et sœurs, mes propres parents me disent, nous, on est contents, par exemple, de ce qui a été fait sur le droit de grève, parce que nos enfants vont maintenant à l'école sans crainte, ils vont au centre de santé sans problème. Et voyez-vous, lorsqu'une organisation sociale en arrive à créer donc cette cassure, cette fracture entre elle et l'opinion publique, c'est que ce n'est pas la faute, c'est pas tant la faute du gouvernement, c'est la faute de l'organisation syndicale elle-même. Qu'est-ce que nous avons toujours projeté? Est-ce que cet ancrage social qui doit être le nôtre en tant qu'acteurs sociaux, est-ce que nous l'avons toujours eu? Nous ne l'avons pas eu, nous l'avons perdu. Parce que nous avons, disons, nous sommes tombés dans le piège des gouvernants qui ne nous écoutaient pas, qui ne bougeaient que lorsqu'on déclenchait moins de grève. Et nous en sommes arrivés donc à abuser entre nous-mêmes de l'action de grève. Ouais. Et finalement, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, du monde des affaires, qui en arrive à penser que l'action syndicale, c'est une perte de temps, vous comprenez qu'il prendra les mesures pour vous empêcher donc, de faire comme d'habitude. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et nous devons avoir l'intelligence de transformer ça en une occasion de nous remettre en cause et de revenir dans le dialogue social, dans la négociation, avec un peu plus de qualité. C'est à ça que nous avons fini tous par comprendre, vous allez voir. Nous sommes sortis donc du syndicalisme qui ne se trouve important, utile, qu'à travers le nombre de fois où on a fait grève dans l'année. Ça, on est en train de s'en éloigner et on comprend aujourd'hui que le dialogue social, les arguments, l'argumentaire, comment dire, solide et pertinent, disons, les chiffres que l'on peut exploiter, une bonne communication et également une restauration de la capacité de mobilisation sont des éléments que nous devons mettre dans la balance. Quels sont les moyens de pression aujourd'hui? Si on a l'impression que désormais c'est sur les réseaux sociaux les syndicats s'expriment ou bien finalement ils ne sont même pas consultés sur des questions clés et c'est après quand on met la réforme en œuvre qu'ils commencent à se plaindre. Je vais dire deux choses, mon cher Arnaud. D'abord, la première chose c'est que on ne peut pas considérer que l'usage des réseaux sociaux par un syndicat est une faiblesse aujourd'hui. C'est un élément de communication très important. C'est un outil puissant de communication et de pression sur un gouvernant, sur une gouvernance. Et donc, si les syndicats en arrivent à utiliser tout ce que tout le monde utilise aujourd'hui pour s'exprimer, pour se faire entendre, on ne peut pas considérer que c'est une faiblesse. Au contraire, ils sont absents de l'autre côté, non, ils ne sont pas appelés. Pas forcément, même si j'étais appelé, je pense que c'est... Vous savez, on a affaire à des hommes, à des humains. Et nous devons tous, disons, réformater un peu notre perception de l'action syndicale. Aussi bien nous que ceux que nous avons en face de nous. Ce que l'état des lieux montre que quand vous parlez avec une autorité, fût-elle chef service, directeur, il regarde l'action syndicale comme dirigée contre ses intérêts. Vous comprenez? Et donc, il ne vous écoute pas. Il n'est pas attentif au discours. Il fait en sorte de vous empêcher d'agir. Dans ces conditions,
utilisez ça ne changera pas de sitôt, d'ici au lendemain. Donc, quand vous utilisez un outil de communication aussi puissant que Internet pour les réseaux, pour vous faire entendre, pour faire bouger les lignes, c'est une bonne capacité d'adaptation que les syndicats sont en train de montrer. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que en réalité, on n'est pas complètement absent de l'autre côté. Ce que je voulais dire, ce n'est pas que tout va bien aujourd'hui avec le dialogue social avec le gouvernement de Patrice Talon. Loin de là. Loin de là. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que syndicats, pour que l'image que nous avons dans la tête d'un gouvernant, d'un employeur, que l'image que nous avons dans la tête d'un citoyen puisse changer. Ça passe par une remise en cause de notre mode de fonctionnement. Et je pense que ça, c'est un gain important pour les travailleurs que nous sommes. Maintenant, ce que nous aurions souhaité, c'est que les acteurs du dialogue social, notamment ceux du gouvernement et des employeurs, puissent comprendre que l'action syndicale n'est pas une nuisance en tant que telle pour une gouvernance, que ça peut améliorer une gouvernance. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui n'est pas encore un acquis. Et le chef de l'État doit pouvoir donner le top. Sinon, aujourd'hui, nous avons dans notre pays, comment dire, le dispositif institutionnel qui nous permet d'avoir un dialogue social de qualité. Mais les acteurs, le jeu des acteurs est détestable de tous les côtés. Si nous avons compris que nous devons jouer notre partition, il faut que les gens qui sont en face de nous comprennent également qu'on doit jouer notre partition. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous sommes sortis donc de tout ce qui est folklorique, parce que les séances à l'Infosec sont devenues un peu trop folkloriques, parce que justement, il y a les caméras, il y a les micros, et chacun de nous se transforme pour pouvoir projeter une image fausse à ses militants, à l'opinion publique. Il faut apparaître comme le bon syndicaliste qui sait défendre, qui crie, etc., etc. Alors que lorsque nous nous retrouvons dans un cercle un peu restreint, sans micro et sans caméra, vous comprenez que chacun retrouve l'objectivité et nous arrivons donc à discuter, à régler un certain nombre de choses pour nos militants sans caméra et sans tambour ni trompette, c'est ça qu'on dit, sans tambour ni trompette. Alors, ça fait déjà quelques années que le droit sur la grève a été donc reformé. Vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, c'est devenu le moyen préféré des syndicats parce que pendant longtemps, l'État a donné l'impression qu'il ne réagisse que quand il y a grève. Alors, depuis quelques années, la grève est reformée, pour ne pas dire qu'elle n'existe pratiquement plus. Alors, quels sont les autres moyens dont disposent aujourd'hui les syndicats pour donc se faire entendre? Parce que c'est vrai, les séances de dialogue avec le gouvernement, vous l'avez dit, ça ne se passe pas forcément très bien. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens dont les centrales disposent aujourd'hui? Vous savez, une précision d'abord, le droit de grève n'est pas supprimé pour tous les travailleurs. Il n'existe plus aujourd'hui pour une certaine catégorie de travailleurs, notamment les camarades de la santé. Mais pour les autres travailleurs, le droit de grève existe toujours. Il a été restreint. Et donc, cet élément de langage, oui, quelques jours. Parce que, voyez-vous, c'est ça le problème principal au Bénin. Et nous avons fini par faire croire que la bonne grève est la grève qui dure longtemps. Dans le temps, oui. Et lorsque le gouvernement et ses affiliés, ses alliés ont voulu légiférer, ils ont légiféré dans ce sens. Vous comprenez? C'est une mauvaise lecture d'une situation qui est une situation réelle de difficulté. En principe, lorsque je suis un gouvernant, je dois pouvoir être gêné que même pendant 24 heures, des enfants de ce pays n'aient pas l'enseignement qu'il faut. Et donc, du coup, quand je me dis qu'on peut leur donner 10 jours dans l'année, oui. On peut leur donner 10 jours dans l'année, ça veut dire, pendant 10 jours, vous pouvez faire en sorte que les enfants n'aient pas l'enseignement, qu'il n'y ait pas le service public. Ce n'est pas un souci. Parce que nous, on a compris que votre problème, c'est qu'il faut que la grève dure. Alors que nous devons comprendre que la bonne grève est la grève très courte, mais qui fait tellement mal que l'employeur ne peut pas ne pas réagir. Vous comprenez? Et donc, cette mauvaise lecture ayant été faite par le gouvernement, au lieu de réfléchir pour trouver les meilleurs moyens d'éviter la grève, bien que l'exercice soit là, officiel, légal pour les travailleurs, qu'il n'ait pas l'intention d'y faire recours, au lieu de travailler à ça,
on a trouvé donc cet expédient qui est la loi sur la grève, qui est une très mauvaise loi. C'est un très mauvais message. On ne le dira jamais assez. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est également la grève. Comment allons-nous nous organiser pour faire, par exemple, lorsque nous sommes complètement bloqués, pour faire une grève de 24 heures, mais qui paralyse l'entièreté du pays? Aucun gouvernement ne peut résister à ça. Donc nous y travaillons parce que nous aussi, nous avons eu nos problèmes de mobilisation des travailleurs. Vous avez déjà vu dans ce pays cette confédération qui demande aux travailleurs de se réunir à la Bourse du Travail pour un sit-in. Justement, de plus en plus, on constate que vos militants ne s'intéressent plus vraiment trop à l'action syndicale. Est-ce que c'est la peur ou comment on peut expliquer ça? Cette question, c'est à vous que je devrais la poser parce que vous êtes travailleur. Vous êtes travailleur, vous avez certainement des problèmes dans votre entreprise, mais vous ne voulez pas parce que nous avons appris à faire la lutte par procuration, malheureusement. Mais il faut dire également que nous également, en tant que syndicalistes, en tant que leaders syndicalistes, nous avons nos travers. Qu'est-ce que nous avons, comment est-ce que nous avons pu transformer l'action syndicale qui apparaît comme, disons, un piédestal pour l'individu que nous sommes plutôt que pour le bien-être collectif. Et donc, du coup, vous voyez, il y a une crise de confiance entre les travailleurs à la base et la hiérarchie syndicale. Ça, il faut qu'on le corrige. Pour des raisons objectives parfois, mais souvent tout à fait subjectives, nous sommes là à dire comment dire, le syndicat est corrompu, le milieu syndical est corrompu, donc du coup, notre discours ne mobilise plus les travailleurs. Peu crédible. Exactement. Et donc, il faut travailler à restaurer cette crédibilité, cette confiance entre les nôtres et nous. En tout cas, nous, au niveau de la Confédération syndicale des travailleurs, Confédération des syndicats autonomes, nous avons compris cela et nous sommes en train donc de construire une proximité avec nos militants pour restaurer cette confiance-là. Mais en même temps, il faut que nous apparaissions aux yeux de nos partenaires comme des personnes qui ne sont pas forcément venues pour nuire, mais qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent contribuer. Dans la gouvernance. Et dans la gouvernance. Et ça, c'est un élément important de ce que nous devons faire comme adaptation à l'environnement actuel. Parce que, voyez-vous, lorsque le gouvernement prend une charte de dialogue social, accepte donc de la signer avec les travailleurs, une charte pour le dialogue social qui est notre émanation, parce que nous avons tous contribué à son élaboration. Et quand vous regardez dans la charte du dialogue social, vous regardez les obligations de chacune des parties. Obligations du travailleur, obligations de l'employeur, obligations donc du gouvernement. Et l'une des obligations dit par exemple que le gouvernement doit absolument prendre l'avis des travailleurs, des partenaires sociaux, employeurs, gouvernement, et employeurs et travailleurs sur les réformes majeures qu'il entend donc et implémenter avant, pendant et après. Il suffit simplement que le gouvernement commence à appliquer le contenu de la charte et on aurait fait déjà un grand pas. Donc ce que nous attendons du gouvernement, c'est un peu ça. Dans le même temps, nous on travaille pour que, parce que quoi qu'on dise, comme c'est un rapport de force, il faut quand même que nous puissions être dans le rapport de force avec de la qualité. C'est un équilibre de la peur qui permet d'avoir un dialogue social également où chacun se respecte. Mais vous constatez quand même qu'à l'issue des élections professionnelles, les travailleurs ont fait davantage confiance à la CSTB dont le discours tranche carrément avec votre discours par rapport à ce nouveau visage du monde syndical qui estime qu'il faut mettre la pression parce que les travailleurs sont insatisfaits. Ils n'ont pas été en griffe, n'ont pas eu grand chose au cours du quinquennat, du premier quinquennat de Patrice Talon. Alors, vous, au moins, vous avez eu la chance d'être venu deuxième à l'issue de cette élection-là. Comment vous analysez ces résultats? Que ces travailleurs soient en majorité favorables à la CSTB? Vous faites d'abord une mauvaise lecture des résultats, parce qu'on ne peut pas parler de majorité lorsqu'on est à 25% et que le deuxième est à 23%. On ne peut pas parler de majorité. Ça, c'est d'abord ça. Et ce que vous devez comprendre également, c'est que l'environnement politique a fortement impacté les élections professionnelles que nous avons connues. Et lorsque vous voyez des partis politiques qui se lèvent pour donner des consignes de vote dans une compétition professionnelle, vous comprenez qu'on a utilisé les élections professionnelles pour faire un combat politique. Vous parlez de quel parti politique? Vous n'avez pas suivi l'actualité? Je n'ai pas de crainte de dire par exemple que le PCB a donné des consignes. J'ai entendu monsieur le premier vice-président, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale,
l'honorable Éric Rounete donner des consignes de vote. Vous n'avez pas suivi ça? Et donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre dans l'analyse que nous pouvons faire. Cela étant dit, pour bien comprendre les résultats des élections professionnelles, il faut faire une comparaison avec le précédent. Et vous comprendrez que la CSA Bénin est une confédération qui a grandement grandi et que le discours aujourd'hui le discours qui est celui de la CSA Bénin est un discours qui est de plus en plus entendu parce que nous sommes, vous avez oublié de le dire, nous sommes la seule confédération représentative dans le secteur privé et parapublic. Dans la seule confédération avec plus de 45% de suffrages. 48%. Le deuxième est loin à 14%. Vous comprenez donc que cette lecture, automatique, classer des résultats pour dire quelqu'un est premier, les autres sont deuxième, n'est pas la bonne lecture si on veut comprendre quelle est la dynamique qui est en cours aujourd'hui. Et donc cette dynamique est une très bonne dynamique pour la CSA Bénin. Ça veut dire que notre discours est de plus en plus entendu et que dans les jours à venir, cette dynamique va se poursuivre. En tout cas, nous y travaillons pour qu'elle se poursuive. Et voyez-vous, le reproche que l'on peut faire à la CSA Bénin pour dire oui, ils ne sont pas guerroyants, etc., etc. Je crois que c'est un discours qui est complètement éculé aujourd'hui. Et il faut suffire de discuter avec les travailleurs. Nous sommes, nous sommes dans une profonde mutation du monde du travail qui n'est pas seulement pour le Bénin, un appareil du Bénin qui est dans tout le monde entier. Et on ne peut pas continuer de faire le syndicalisme comme on le faisait avant. Parce que l'objectif premier du syndicat, c'est d'avoir des résultats pour les militants. Et donc, si l'objectif premier du syndicat devient faire le buzz, créer le buzz et utiliser les syndicats pour la cause politique d'un parti politique qui ne peut pas par lui-même avoir des résultats, je pense que est-ce que parlons des résultats, quels sont les gros résultats, les grandes avancées que vous avez eues en matière de négociation syndicale au cours du quinquennat passé? Écoutez, nous avons eu très peu de résultats quand on regarde le dialogue social au niveau institutionnel classique, visible, officiel. On a eu très peu de résultats, il faut le dire. Il faut l'avouer. Et c'est l'un des reproches que nous pouvons faire, que moi, par exemple, je fais au discours du chef de l'État, qui a présenté un peu son programme, mais qui a oublié, de mon point de vue, de mettre l'accent sur le dialogue social, qui doit être au cœur de cette gouvernance. Parce que, vous savez, le dialogue social, on ne le dira jamais assez, a l'avantage d'avoir l'adhésion spontanée des citoyens pour accompagner votre réforme et votre programme. Et ça a toujours manqué. On n'est pas sorti donc du carcan habituel que nous avons toujours dénoncé avec tous les autres régimes dans notre pays. C'est qu'on est trop focalisé sur l'aspect folklorique et protocolaire du dialogue social. On ne va pas au fond. On ne va pas au fond des choses. Et à la date d'aujourd'hui, les résultats que nous avons pu avoir sont des résultats qui sont nés des contacts, des échanges directs que nous avons eu avec des ministres ou des directeurs d'entreprise. On a compris que c'est beaucoup plus efficace. Quand vous demandez, quand un affilié a une difficulté, qu'en tant que confédération, vous demandez à rencontrer l'autorité et que vous y allez avec l'affilié en question, on a eu beaucoup de problèmes que nous avons résolus par ce biais-là. Parce que de façon informelle. Ce n'est pas informel, c'est tout à fait formel et officiel. Puisque j'ai demandé une audience que j'ai obtenue. C'est tout à fait officiel et formel. Mais c'est sorti donc du cadre général de négociation où tout le monde est présent, où tout le monde est dans un rôle, est dans un jeu de rôle pour montrer que oui, je ne suis pas faible, je ne fais pas de concessions parce que quand on fait des concessions, cela apparaît comme un élément de faiblesse pour les citoyens. On a déjà vu des négociations à l'Infosec où dans la salle, en l'absence donc des journalistes, nous avons vu des secrétaires généraux qui ont fait des propositions intéressantes pour nous permettre d'avancer sur des points. Mais dès qu'on est sorti, que les caméras se sont pointées sur nous, les micros se sont tendus vers nous, on a méconnu les mêmes secrétaires généraux qui ont commencé à dire, on a discuté pendant 5 heures, ça n'a rien donné. Alors que dans la salle, on a quand même fait de petites avancées. Voilà, vous nous avez, vous citoyens, vous militants, vous travailleurs, vous nous avez conditionnés pour apparaître à vos yeux comme des généraux qui ne font jamais de concessions
Et donc, pour avoir le suffrage des uns et des autres, chacun dans ce jeu de rôle qui est un jeu de rôle complètement inutile et inefficace pour l'action syndicale. Nous, aujourd'hui, à la CSA, nous assumons pleinement. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ce qu'on peut faire comme interprétation. Parce que les mêmes personnes qui vous disent, ça, on ne le dira jamais assez. Quand on dit, oui, mais eux, ils sont avec le gouvernement parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme nous. Ils sont avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est un politique. Et je ne peux pas comprendre qu'une organisation qui se dit organe de masse d'un parti politique se retrouve sans gêne dans une position pour critiquer que quelqu'un fait la même chose que lui. Ce que toi tu fais avec beaucoup de bonheur, paraît-il, pourquoi tu interdis aux autres de le faire également? Donc c'est un faux débat. C'est un débat qui continue toujours d'avoir un peu l'oreille d'un certain nombre de travailleurs, mais qui de moins en moins est efficace aux oreilles des uns et des autres. Et donc je pense que c'est cette lecture que moi je fais de ce que nous avons connu par les élections professionnelles passées, que de plus en plus de travailleurs comprennent que nous devons avoir de la qualité dans l'action syndicale, que l'action syndicale doit sortir de son carcan habituel où c'est le cri, c'est les insultes, c'est les injures, c'est l'outrance et c'est également, disons, la mauvaise manière de poser les problèmes qui font qu'en fin de compte, nous apparaissons comme des ennemis pour les gens qui décident. Et lorsque vous ne pouvez pas accéder facilement à une autorité, vous avez très peu de chances d'être efficace pour les militants qui vous ont fait confiance. Vous avez la chance au cours de ces dernières années d'échanger directement avec l'autorité, le chef de l'État. Est-ce qu'à l'issue de ces échanges, vous avez eu des résultats? C'est-à-dire que vous avez dépassé l'étape des ministres, donc de ce cadre-là, et vous êtes monté plus haut. Et plusieurs fois, vous avez échangé avec le Patrice Talon directement. Est-ce qu'à l'issue de ces échanges, vous avez eu des résultats? Oui, il est arrivé que nous avions eu des résultats. Parce qu'on avait un certain nombre de points qui étaient plutôt du ressort de l'autorité au niveau supérieur. Et quand nous avons rencontré le chef d'État, il y a eu des points sur lesquels nous avons avancé. Il y a eu des points sur lesquels nous avons eu de gros espoirs qui se sont révélés et, comment dire, qui ne se sont pas concrétisés, c'est vrai aussi. Mais il y a des points sur lesquels on présente l'évaluation diagnostique comme étant un des éléments d'échec de l'acte social. Mais on oublie également de dire que parce que les confédérations ont discuté avec le chef de l'État sur la question, avant que ça ne soit lancé, cela a permis d'éviter à tous ceux qui ont échoué à cet examen-là de se retrouver donc hors de la fonction publique. Parce que l'option du gouvernement, avant de rencontrer les syndicats, c'était de mettre à l'écart tous ceux qui seraient déclarés non reçus à ce test de diagnostic. Mais donc, des centaines de travailleurs qui n'ont pas composé. C'est ceux qui n'ont pas composé. Ont été exclus. C'est ceux qui n'ont pas composé, mon cher ami. Quel est le sort aujourd'hui? Enfin, en tant que responsable syndical, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous faites pour que la situation soit résolue? Vous savez, en tant que responsable syndical, on est censé défendre tous les travailleurs, même ceux qui ne sont pas de nos organisations syndicales. Parce que si je devais m'en tenir à ceux qui sont de mon organisation syndicale, je dirais on ne fera rien. Ils ont tous composé? Parce qu'ils ont compris que le contexte recommandait d'aller composer et qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. C'est ce qu'ils nous ont demandé d'ailleurs. Quand on les a écoutés avant de prendre la décision de dire aller composer, nous avons écouté ceux qui étaient concernés, qui ont dit nous on va aller composer, mais ce qu'on vous demande c'est de faire en sorte que le gouvernement respecte son engagement de ne pas exclure quelqu'un qui aurait échoué à cet examen. Les autres qui ne sont pas allés composer ont certainement écouté une organisation qui leur a dit de ne pas aller composer. Et ils sont, comme vous l'avez dit, une centaine. Et donc, est-ce que j'ai vocation première à m'occuper de personnes qui se reconnaissent membres d'une organisation qui n'est pas la mienne? Non. Mais en étant syndicaliste, je pense que nous devons faire en sorte que ces camarades-là retrouvent leur emploi. Pour la simple raison, je vais expliquer rapidement, pour la simple raison que moi j'estime que la punition est plus forte que la faute qui a été commise. La punition est trop forte, on peut faire autrement. Parce que les camarades, pour la plupart, ont aujourd'hui compris qu'ils ont été fourvoyés par des gens qui étaient dans une lutte politique à l'époque. Donc, nous devons faire le plaidoyer. Mais malheureusement, cette situation qui a été créée par des camarades qui n'ont pas voulu aller composer à l'instant que nous leur avons demandé, fait qu'aujourd'hui,
nous ne sommes plus dans une exigence syndicale classique, nous sommes dans le plaidoyer, dans le lobbying. Et j'ai bon espoir que ce plaidoyer et ce lobbying vont toucher les autorités pour qu'elles puissent comprendre que ces camarades ne méritent pas de se retrouver en dehors de la fonction publique, qu'ils peuvent être, réintégrés, merci, parce qu'ils ont compris que les choses doivent se passer autrement. Alors, par rapport à cette évaluation, il avait été également annoncé que ceux qui n'allaient pas réunir la moyenne exigée, ils devraient avoir un programme de suivi de formation. Alors, c'est devenu quoi? Est-ce que ça a été réalisé? Est-ce que vous aviez fait en son temps un suivi? On a fait le suivi et c'est ça que je parlais tout à l'heure en disant que ça a été un échec pour le gouvernement. De ne pas aller au bout de cet engagement qui était qu'il fallait former les gens. Parce que quand vous estimez que des gens n'ont pas suffisamment le niveau qu'il faut pour enseigner dans les classes, pourquoi vous les maintenez dans la classe sans aucune rémédiation? Ça explose complètement le discours et l'argument du gouvernement. Est-ce que ça ne conforte pas ceux qui disaient que l'évaluation c'était juste pour exposer les enseignants à la vindicte populaire? Pourquoi? Ceux qui ont échoué sont toujours ils prennent toujours leur salaire, ils sont toujours agents de l'État. Ceux qui ont échoué. Mais ils n'ont pas suivi les formations. Je suis d'accord, c'est un élément qu'il faut reprocher au gouvernement. Et on a tendance à dire, et c'est ça que je ne comprends pas chez nous. C'est-à-dire qu'un gouvernement se refuse à respecter son engagement et le citoyen s'attaque au syndicat pour dire c'est ta faute si le gouvernement n'a pas fait. Ça n'a aucun sens. Nous devrions tous faire le tir groupé vers un gouvernement qui n'a pas respecté un engagement. Parce que le travail du syndicat a été fait. Le fait que nous ayons veillé à ce que le chef de l'État prenne un engagement pour dire les gens ne seront pas radiés parce qu'ils auraient échoué. Le fait que le chef de l'État ait pris un engagement pour dire ils seront formés. Le fait que le chef de l'État ait pris un engagement pour dire ceux qui vont réussir vont être intégrés et reversés fonctionnaires de l'État, c'est déjà une victoire pour les syndicats. Maintenant, si les syndicats ne se sont pas réunis pour faire chorus autour donc, de la pression qu'il faut faire sur un gouvernement, et finalement que le gouvernement, de façon habituelle, décide de ne pas respecter l'engagement qu'il a pris solennellement, on fait le reproche d'abord à qui? On fait le reproche au gouvernement. Et je n'ai pratiquement jamais entendu les gens faire le reproche au gouvernement pour dire « tu n'as pas fait ci ». Au contraire, vous avez vu les dernières élections politiques. Ce sont les mêmes travailleurs, les mêmes enseignants qu'on a vus « je vote talent à la tâche, je vote talent à la tâche ». C'est eux qui ont organisé la campagne pour le chef de l'État. Dans ces conditions, est-ce qu'ils sont fondés à faire un reproche aux syndicats pour dire on n'est pas allé donc au bout du processus? Ça n'a aucun sens. Voilà un peu la mauvaise perception que nous avons de l'action syndicale. Le syndicat ne fait pas. Le syndicat s'organise pour interpeller, pour dénoncer, pour critiquer et pour proposer. Et ça, vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons pas ce travail-là en tant que syndicat dans le pays. On le fait tous. Et je crois qu'on le fait très bien au Bénin, vu les circonstances, vu l'environnement. Donc arrêtons et regardons dans la bonne direction pour faire en sorte que les gens sentent suffisamment la pression sur leurs épaules pour faire autrement les choses. Vous aviez également fait une rencontre directe avec le président de la République où il avait été annoncé le décaissement de plusieurs milliards pour le paiement donc, des arriérés. On en est où? Oui, il y a beaucoup de travailleurs qui ont reçu leurs arriérés. Ça, c'est une réalité. Ça fait partie des choses que nous pouvons considérer comme étant, disons, des victoires quand même en grippe du dialogue social. Mais nous devons reconnaître également que tout le monde n'a pas eu ces arriérés. Parce que, voyez-vous, un gouvernement, un politique a choisi toujours les occasions pour faire de la propagande autour de ses actions. Et ça n'a pas raté. Vous avez vu la communication qu'il y a eu autour de cette action du gouvernement. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça ne me dérange pas en tant qu'acteur social. Si un gouvernement peut me donner tout ce que je veux comme revendication et communiquer pour dire je suis le meilleur gouvernement, tant mieux pour lui et tant mieux pour moi également. Donc, ce n'est pas important, ça. Mais, le gouvernement a dit j'ai fini avec tous les arriérés. Et ce n'est pas vrai. Et ça, nous devons, en tant que syndicat, le dénoncer et lui rappeler. Nous l'avons fait. Nous ne l'avons plus fait avec le chef de l'État, mais nous sommes restés en contact avec le ministre des Finances. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons obtenir encore... Nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances. Ce qui reste, on peut le chiffrer à combien? Non, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le chiffrer. Mais nous savons qu'il y a des camarades qui n'ont pas eu leur appel, qui attendent toujours. Il y a des actes qui sont sortis, qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul qui a été fait par le ministère des Finances. Et à la date d'aujourd'hui, il y a déjà de nouveaux actes. Depuis la dernière fois, il y a de nouveaux actes qui sont sortis également qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, c'est notre rôle de rappeler au gouvernement qu'il y a encore des choses à faire
et que de façon encore une fois exceptionnelle, quitte à communiquer abusivement autour de ça, il n'a qu'à encore sortir des milliards pour payer le reste des arriérés de salaire. Alors, Monsieur Ansel Amoussou, nous avons également parlé de ce concours-là, de ce concours des fonctionnaires, en tout cas des conseils pédagogiques, un concours qui a été annulé, mais depuis quelques jours, les travailleurs se réveillent brutalement pour demander à ce qu'on revienne sur les résultats, alors que le concours a été annulé, puis tout le monde s'était tué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce dossier? Non, en fait, ils ne se réveillent pas brutalement, ils ont toujours dénoncé la manière dont les choses se sont faites. Voyez-vous, le ministre des enseignements maternels et primaires est dans un jeu qui n'est pas très clair pour le système éducatif, pour les citoyens. Je vous rappelle simplement ce qui s'est passé. Le concours a eu lieu en octobre 2020. Les résultats ont été donnés le 23 octobre 2020, donc le même mois. Logiquement, habituellement, les lauréats vont à l'école de formation des conseils pédagogiques en janvier, donc en janvier 2021. Le ministre a attendu le 8 janvier, je crois, 2021, pour annoncer l'annulation des résultats. C'est ce qui a été dit. Annulation non pas du concours, mais des résultats du concours. Sous prétexte qu'il y avait des soupçons de fraude. Vous avez remarqué que les syndicats ne sont pas intervenus à ce moment-là. Pour la simple raison que, pour nous, il ne s'agit pas de supporter les fraudeurs. Si l'autorité soupçonne des fraudes, c'est normal que l'autorité fasse les investigations. Donc nous avons attendu que l'autorité fasse les investigations. Vous annulez un résultat de concours en janvier. Jusqu'à il y a une semaine, on n'a eu aucun résultat de la commission d'enquête que vous avez soi-disant mise sur pied. Aucun résultat. Et vous osez lancer la session de 2021 pour le même concours. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pour cela que la CESA Bénin a réagi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, quels sont les résultats de vos enquêtes? Est-ce que ça se confirme qu'il y a eu des fraudes? Dans ce cas, qu'est-ce que vous dites du concours le résultat a été annulé? Ça veut dire que le concours est complètement annulé? Dites-le nous. Qui sont les fraudeurs? Punissez-les. Parce qu'on a déjà vécu ça à l'enseignement secondaire. Vous avez suivi. Il y a eu fraude pour le concours des inspecteurs. Le ministre a rapidement pris les mesures qu'il fallait. Le gouvernement a annulé le concours. Et les auteurs de fraude sont en prison aujourd'hui. On a repris le concours. On a repris le concours. Pourquoi au niveau de l'enseignement primaire, on veut faire autrement? Qui on veut protéger? Et voyez-vous, on fait ça parce que la CESA Bénin a protesté, a interpellé le ministre. Le ministre fabrique une réunion en urgence le même jour où nous avons déposé notre protestation et sort un communiqué, un PV de réunion qui est complètement vide de sens, qui dit simplement que le concours est effectivement annulé. Totalement. Qui ne dit pas quel est le type de fraude qu'il y a eu. Qui ne dit pas qui sont les fraudeurs. Qui s'en arrête là. Et parce qu'il est tellement gêné, il n'a pas la conscience tranquille, le ministre sort maintenant une circulaire où il demande aux lauréats de 2020 qui ne rempliraient plus les conditions d'âge. Parce que la condition d'âge pour le concours, c'est qu'il faut être au moins à 5 ans de la retraite. Donc, il dit, ceux qui seraient à moins de 5 ans de la retraite et qui sont lauréats au concours de 2020, je les autorise exceptionnellement à concourir pour 2021, en violation des tests. Est-ce que c'est l'action de quelqu'un qui se sent heureux dans la décision qu'il a prise? Je crois que non. C'est plutôt une conscience dérangée qui peut prendre ce genre de décision. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché au niveau du membre par rapport à ce concours. Et tout ce que nous demandons au niveau de la Confédération, au niveau des travailleurs qui sont concernés, des lauréats, ce n'est pas que le ministre valide le concours. C'est juste qu'ils disent, oui, la fraude a eu lieu, la fraude a été confirmée. Et c'est pour cela que je décide de l'annulation du concours. Et voilà les auteurs de fraude. Parce qu'aujourd'hui, la situation jette discrédit pour les lauréats. On les regarde comme des fraudeurs. C'est ceux qui ont fraudé pour réussir à un concours. Ce n'est pas bien pour le système, ce n'est pas bien pour notre sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. Et donc, c'est ce que nous demandons. Donc, si tu veux annuler un concours, donne-nous les raisons pour lesquelles tu annules le concours. Qui est-ce que tu veux protéger? Ou bien, est-ce qu'on ne va pas dire quand même que c'est le ministre qui a organisé la fraude? Loin de là, il est au-dessus de ça.
Qu'est-ce qui se passe? Et le ministère a été interpellé par le Conseil national de l'éducation. Et pourtant, aucune réaction. Est-ce que le chef de l'État et le gouvernement peuvent laisser persister une telle situation de pourriture pour salir la gouvernance actuelle, le mandat? Parce qu'au moins, on nous a donné quand même... Ils ont réussi à nous donner l'illusion que quand il s'agit donc de fraude, ils réagissent au quart de tour. Pourquoi quand il s'agit donc du concours des CP au niveau de l'enseignement primaire, on doit faire 2 poids 2 mesures? Voilà la question. Et à la date d'aujourd'hui, vous savez que nous n'avons encore eu aucune réponse du ministère de l'enseignement primaire. Et le gouvernement qui nous a habitués à communiquer sur beaucoup de choses très rapidement, se refuse de communiquer sur un sujet aussi important de gouvernance. Donc c'est cela que nous dénonçons. Et je dois dire encore une fois, en profitant de votre micro et de vos caméras, pour dire que ma confédération est décidée donc à faire ce combat jusqu'au bout. Nous allons prendre au mot le chef de l'État lorsqu'il dit l'impunité des élites, c'est terminé. La corruption, c'est terminé. Nous voulons le prendre au mot et voir si effectivement la théorie va être suivie de la pratique. Vous avez fait toutes les démarches possibles à l'endroit de... Nous avons demandé à rencontrer le ministre de l'enseignement primaire et nous devions normalement avoir la rencontre pour le mercredi passé, mais la rencontre a été reportée la veille à une date ultérieure sans aucune autre précision. Voilà ce qui se passe autour de ce concours. Mais les camarades sont mobilisés, les syndicats sont mobilisés et je pense que nous allons attendre encore quelques jours pour voir la réaction du ministre et passer ce délai. Vous verrez que le syndicat n'est pas mort dans ce pays. Pourquoi la CSA se retrouve seule à faire cette lutte-là? Non, vous croyez qu'on n'est pas seul? Loin de là. On n'est pas seul du tout. Demandez aux autres syndicats. C'est que c'est nous qui avons écrit au ministre. Mais c'est une préoccupation qui concerne tous les autres syndicats, toutes les autres confédérations, notamment la COSI Bénin. Et nous entendons échanger également avec la CSTB pour que les actions que nous allons mener, que je suis en train d'annoncer là, après quelques jours, vont être des actions qui vont être des actions concertées au niveau des confédérations. Parce que, voyez-vous, on n'est pas habitué à faire des combats de principe, et ça, c'est un combat de principe. Et pour des questions de principe et de justice, nous ne devons pas transiger les idées. Et il est temps que le ministre puisse faire une sortie officielle pour nous dire qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ce concours-là. Sinon, ce n'est pas bien. Du tout bien. Alors, est-ce qu'il est possible qu'au niveau des centrales syndicales, qu'on essaie de mettre sur pied une commission d'enquête? À votre niveau, vous pouvez essayer donc de vérifier ce qui s'est passé peut-être? Non, on n'aura pas les moyens parce qu'il faut aller vers les copies, il faut aller vers les acteurs, ceux qui ont organisé le concours. Le ministre, nous apprenons que le ministre aurait fait faire 2 recorrections des copies. Qu'est-ce que les recorrections ont donné? Rien du tout. Si vous annulez les résultats d'un concours, que vous faites faire une recorrection des copies, parce que vous avez de nouveaux résultats qui reflètent de votre point de vue la vérité des compositions, donnez alors les résultats. Les lauréats ne sont même pas contre ça. On peut donner les résultats que des gens se retrouvent hors, que tous les 50 se retrouvent hors. On aurait compris que ils ont été victimes d'un certain nombre de fraudes et ils vont voir au moins les fraudeurs punis pour que ça ne se reproduise plus dans notre pays. Vous faites faire 2 recorrections et vous êtes incapable de communiquer sur les recorrections en question. Vous ne sentez pas qu'il y a un flou? C'est un peu comme si on a fait les recorrections, on a fait les investigations. On est tombé sur des fraudeurs qui sont des proches et on veut noyer le poisson. On ne peut pas permettre ça. Vous voulez dire qu'il y a peut-être des proches du ministre qui sont impliqués? Moi, c'est mon interprétation. Si le ministre ne veut pas qu'on continue avec ses interprétations, qu'il fasse la sortie et qu'il fasse la lumière sur ce qu'il a découvert à travers les enquêtes qu'il a eu à mener. Parce que ce qui a été organisé comme mascarade pour dire on a fait une séance de travail autour de la question n'est pas digne de notre ministre, n'est pas digne des cadres de notre ministère. Ce n'est pas digne du tout. Il y a des gens qui protestent. Vous voulez débattre de la question sur laquelle ils ont protesté. Vous faites venir des syndicats qui n'ont pas protesté, qui n'ont pas évoqué le sujet. Et vous discutez avec eux. Et à la fin, vous ne sortez même pas un PV. C'est parce qu'on a protesté une deuxième fois au niveau de la CSA Bénin qu'on nous fabrique un PV signé par le secrétaire général du ministère. Comme rapporteur. Vous avez déjà vu ça, vous? Comme rapporteur, alors qu'il y a les cadres qui sont là, les collaborateurs qui sont là, qui s'occupent habituellement de ce genre de documents. C'est le SGM qui signe le rapport de séance
le rapport de séance. C'est vu l'importance de... Oui, non, parce qu'on veut veiller au contenu, c'est ce que moi je comprends. On veut veiller au contenu et justement le contenu il est complètement vide. Il ne donne aucune indication sur ce qui s'est passé. Il ne donne aucune réponse aux questions que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui. Alors, en attendant, hein, sans doute que le ministre réagira les jours ou les heures nous l'espérons à venir. Il y a une loi, la loi sur l'embauche, qui fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques également, qui, pour certains, hein, a davantage rendu l'emploi beaucoup plus précaire. Qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce que vous avez un plaidoyer à votre niveau par rapport à cette loi-là? Je voudrais vraiment vous remercier pour cette question. Vous savez, la loi sur l'embauche, ma confédération a été l'organisation qui, en ayant eu connaissance donc du projet, avait commis les services d'un expert pour regarder le projet. Parce que nous, on a toujours voulu sortir du syndicalisme qui proteste de façon classique. Donc, on a requis les services d'un consultant qui a regardé le document pour nous, qui a trouvé que dans le document, il y a des aspects positifs. Mais il y a également des éléments porteurs de risques. Et nous avons fait ce document, nous en avons fait une synthèse que nous avons envoyée aux députés de la mandature passée pour leur dire ne votez pas la loi en l'état. Vous avez vu, la loi a été votée en l'état. Nous avons rencontré le chef de l'État qui a dit oui, ça peut être source de problème, mais moi j'ai compris que c'est comme ça que nous pouvons booster la création d'emplois. Quels étaient les éléments de risque que vous avez relevés? Les éléments de risque, je vais en donner un seul. Quand vous dites que le contrat, le CDD, le contrat à durée déterminée, peut être renouvelé à l'infini, vous ne tenez pas compte de l'environnement qui est le nôtre. Notre environnement, c'est quoi? C'est d'abord l'insuffisance chronique des inspecteurs du travail. Parce que quand vous mettez en place une telle loi, vous donnez beaucoup de pouvoir à l'employeur du privé. Et cet employeur qui avait déjà tendance à brimer, à violer les droits des travailleurs, trouve encore plus de force pour continuer. Et ceux qui peuvent veiller au gré, ce sont d'abord les inspecteurs du travail. Il y en a très peu. À Cotonou, pour l'Atlantique et le littoral, vous avez 2 ou 3 inspecteurs de travail. Alors, est-ce que la loi a tenu compte justement de cet environnement? Ne serait-ce que ça, par exemple. Donc, le travailleur devient presque un esclave. Nous savons très bien quelles sont les pratiques du privé en général chez nous au Bénin. Nous avons dit au chef de l'État, tenez compte de ces aspects-là et faisons plutôt une relecture du Code du travail. Parce que vous comprendrez que la loi sur l'embauche a été composée en extrayant du Code du travail un certain nombre d'éléments sur lesquels on est venu légiférer à part. Donc aujourd'hui, nous avons double loi, une double législation pour le travail. Nous avons le Code du travail qui est toujours en vigueur, qui est de plus en plus dépouillé de son contenu, et vous avez la loi sur l'embauche qui gère l'essentiel des relations de travail. Donc, c'était mauvais. Et quand on a rentré au chef de l'État, je me rappelle qu'on lui a dit, il y a des emplois qui tuent. L'emploi doit épanouir. On a déjà vu en Europe des employés de banque très bien payés qui se sont défenestrés. De leur bureau cossu, ils ont sauté pour se suicider. Parce que ce n'est pas seulement l'argent que vous avez qui peut faire un emploi épanouissant. Donc, tenons compte de l'environnement pour faire en sorte que le travailleur qui travaille dans le privé ne se sente pas tellement esclave, tellement stressé qu'un jour, il pète les plombs. Le chef de l'État nous a dit, je vous propose de mettre ça en application pendant 2 ans et puis on se retrouve pour en discuter. Et l'élément massue du gouvernement, c'était que ça va permettre de booster la création d'emplois. À la date d'aujourd'hui, nous avons besoin de faire le point pour savoir combien d'emplois cette loi a permis de créer. Combien d'investisseurs sont venus parce qu'il y avait une telle loi. Le gouvernement n'a pas encore communiqué là-dessus. Même nous ne l'avons pas attendu. Et un certain nombre de confédérations se sont réunies. Et il y a environ 1 mois, nous avons, juste avant ça, nous avons demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Qui nous a reçus, actuel, M. Vlavonou, oui, qui nous a reçus. Et l'ordre du jour, c'était justement les lois à caractère social qui créent des problèmes. Et le président de l'Assemblée, entouré de tout son bureau, a accepté le principe de la relecture d'un certain nombre de dispositions. Il n'était pas contre.
Et donc, il nous a demandé un certain nombre de choses que nous devons faire. Nous avons voulu saisir la balle au bon. Et donc, il y a environ un mois, nous avons, avec l'accompagnement de la Fondation Freddy Chebet, nous sommes réunis avec certains experts et nous avons regardé l'ensemble des lois, notamment 2 lois. La loi sur l'embauche, la loi sur la grève. Pour regarder le contenu et voir quelles sont les avancées, quels sont les reculs. Et nous avons fini par faire le choix de la loi sur l'embauche où nous avons commis les services de 3 experts qui sont en train donc de nous proposer la relecture en question, un projet de relecture. Nous allons après ça faire le lobbying auprès du gouvernement, auprès des politiques, auprès des membres de l'Assemblée nationale pour que cet avant-projet ou avant-avant-projet puisse être porté, relu, revu par les décideurs pour que nous puissions aller vers une loi sur l'embauche qui est plus à visage humain, qui renforce les acquis, mais qui corrige un peu les éléments porteurs de risque pour l'emploi et pour même les objectifs qui sont fixés. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je voudrais finir sur la question en disant que voilà une action syndicale puissante qui se fait sans bruit et qui implique 6 organisations syndicales qui se sont réunies, qui ont réfléchi et qui ont dit nous allons prendre les gens au mot, faisons le travail, faisons une proposition. C'est de l'action syndicale. Il faut que les gens le comprennent souvent. Il ne sert à rien de protester, de crier, de n'avoir aucun résultat et de dire oui, on est de bons syndicalistes. Le bon syndicaliste, c'est également celui qui peut faire des propositions de cette nature-là. Vous profitez pour faire un peu de talakou. À nous tous, pas seulement à moi, mais à nous tous. C'est important de communiquer sur ces choses-là auprès de nos militants pour qu'ils comprennent quelle est l'orientation que nous pouvons avoir. Je ne dis pas qu'un syndicat ne doit pas faire du bruit. Il faut le faire. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du membre, c'est du bruit que nous faisons. Mais vous ne nous entendrez pas insulter l'autorité. Quelles sont les avancées, les éléments que vous avez trouvés, de bons éléments, en lisant, en tout cas, en l'état, cette loi sur l'embauche? Je donne un seul exemple, je n'ai pas tout en tête, mais je prends l'exemple du travail intérimaire. Le travail intérimaire est un travail qui était déjà une réalité dans notre pays, mais qui n'était dans aucun test, prévu dans aucun test, qui régit les relations professionnelles au Bénin. La loi sur l'embauche a légiféré là-dessus. Donc, et on a dit les conditions dans lesquelles on peut faire du travail intérimaire, comment il doit être rémunéré, de façon etc., pratique, etc. Le travail intérimaire pour... Ça consiste à quoi? Le travail intérimaire, c'est le travail qui fait recours donc, aux agences de placement. Moi, j'ai besoin, je suis un chef d'entreprise, j'ai besoin d'un employé sur un certain temps, très court. Je fais recours à vous qui êtes une agence de placement. Vous avez déjà dans votre viseur votre collègue qui a le profil que je recherche. Et donc nous avons une relation triangulaire. Moi, je vous paye la prestation. Vous payez le salaire à celui-ci. Lui n'a aucune relation avec moi, mais il travaille pour moi. Et ça donne lui à beaucoup d'abus. Parce que lorsqu'il a des problèmes en tant que travailleur, il n'a aucun interlocuteur. Quand il s'adresse à vous, vous dites, c'est pas moi qui t'utilise. Quand il s'adresse à moi, je dis, c'est pas moi qui te paye. Vous comprenez un peu. Et donc, quand c'était laissé au bon vouloir des uns et des autres, les travaux étaient livrés à eux-mêmes. La loi sur l'embauche a essayé donc de régler. Il n'a pas tout réglé, donc nous avons essayé donc de compléter un peu, d'améliorer ce qui a été fait. Mais, toujours est-il qu'il faut retenir que ce travail intérimaire a été présent. Justement, par rapport à ça, au niveau de l'enseignement, il y a eu récemment un projet du genre où on a lancé un appel à candidature pour recruter des agences pour gérer les enseignants. Finalement, on n'a plus véritablement eu une suite par rapport à ça. Oui, nous avions dit à l'époque, les syndicats ont été montés à l'époque au créneau pour dire que ce n'était pas très bien pour l'enseignement, surtout ce secteur qui est très sensible, qui est très mal en point dans notre pays. Mais le gouvernement s'était entêté. En fin de compte, le gouvernement s'est rendu compte que les agences qui avaient été présélectionnées avaient un peu trop le caractère commercial, le caractère technique. Et donc, du coup, le projet ne pouvait plus avancer. Sinon, on prenait le risque d'avoir des gens qui n'étaient pas vraiment dans le milieu syndical, dans le milieu éducatif,
mais qui était venu juste pour vendre. Pour vendre, pour avoir comment dire, le contrat. Et donc, à ma connaissance, pour avoir discuté avec comment il s'appelle? Il y a une agence qui a été créée, dirigée par monsieur l'inspecteur Corcou Lucien, j'ai oublié le nom. C'est lui qui est à charge du dossier aujourd'hui, donc qui est en train de faire un certain nombre de relectures d'un certain nombre de tests pour permettre d'avoir de la qualité à travers ce projet-là. Okay. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission par rapport à ce premier volet-là. J'ai bien envie de vous faire la question par rapport aux aspirants. On ne comprend pas, il y a un full tour dans cette affaire d'aspirants, des gens qui sont pris, après on remercie certains, on rappelle d'autres, on crée une base de données, on prend des gens, on dit non, il faut reprendre. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette affaire d'aspirants? Comment c'est géré? Est-ce que vous avez eu une large connaissance de ce dossier? Oui, c'est très mal géré. Je pense que le gouvernement ne nous avait pas habitués à une telle cacophonie dans la gestion d'un dossier. C'est très mal géré. Et c'est si mal géré que, à la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement en fin d'année scolaire. Vous savez qu'il y a des classes où les enfants n'ont pas eu l'enseignement dans certaines matières. Parce que justement, ce dossier a été très mal géré. Et je pense que c'est l'un des gros défis aujourd'hui du nouveau ministre de l'enseignement secondaire. On doit faire en sorte que les choses se clarifient. Se clarifient d'abord par rapport aux différentes listes. Il y en a tellement dans le ciel qui circulent qu'il faut clarifier tout cela. Deuxièmement, par rapport au contrat, au type de contrat que l'on fait à ces camarades-là. Et à la formation qu'on doit leur donner, au profil qu'il faut recruter, etc., etc. Mais je pense que dans l'idéal, c'est que le gouvernement n'a qu'à faire l'option de recruter. C'est la meilleure option, en fait. La meilleure, c'est de recruter des gens. Aspirana, c'est du saupoudrage, ce que vous êtes en train de dire? Non, c'est une solution imaginée par le gouvernement pour le chef de l'État. Quand on l'a rencontré, nous a expliqué qu'il fallait prendre cette option-là pour contourner un certain nombre de difficultés liées au partenariat du Bénin. Et disons qu'à la date d'aujourd'hui, quand vous allez dans le primaire, cette option a permis d'avoir des enseignants dans les classes. On n'a pratiquement plus de pénurie de personnel dans les classes au niveau du primaire aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire qu'a priori, c'est absolument une mauvaise option. Mais c'est dans l'idéal. L'idéal qui consiste donc pour un gouvernement à avoir un contrat direct avec son personnel, ses agents. C'est l'idéal en fait. Parce que, mais quand j'ai fini de dire ça, je dis, pour améliorer ce qui se fait, si tant est que c'est l'option que le gouvernement, confirme, il faut prendre un certain nombre de précautions. Je vous ai expliqué, nous sommes dans le travail, le placement, et dans le placement, il y a beaucoup d'abus. Et donc, ce qui a marché forcément au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, peut ne pas être la bonne solution pour notre environnement social, économique et politique. Donc, c'est cet aspect-là que le gouvernement doit regarder. Et tout cela peut se faire sans heurts, de façon fluide, si on met le dialogue au cœur de la gouvernance. C'est important à dire. Ce qui est arrivé, la catastrophe que nous avons connue à travers l'Aspirana, c'est justement la cause du refus du dialogue. Ne pas écouter les acteurs du terrain, ne pas vouloir les écouter et faire ce qu'on peut faire pour en sortir. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons fait. Toutes les confédérations ont fait par rapport au dossier de l'Aspirana. Et on n'a pas pu démêler les chevaux parce que c'est tellement compliqué, tellement complexe, tellement embrouillé que la confusion s'est installée encore pour longtemps. C'est cela qui a fait partie du ministre Kakou-Marion. On a vu des syndicats se réjouir de son départ. Est-ce qu'au niveau de la CSA, quels étaient vos sentiments? En analysant, je me dis que ça peut être l'un des dossiers, parce que c'est un dossier qui a été vraiment très mal conduit. Ça peut être l'un des dossiers, je ne sais pas le reste, parce que quand on regarde aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'enseignement jusqu'à l'heure où nous parlons, vous comprenez que quelqu'un doit assumer. Et je pense que c'est le ministre qui a certainement assumé. Pour cela dit, je vous dis mon sentiment personnel par rapport à ce qui a été organisé par les syndicats au départ du ministre Kakou-Marion. Moi, je n'aurais pas fait ça. Parce que j'estime que quand je suis syndicaliste dans un secteur, s'il y a des problèmes, je dois avoir le courage de le poser lorsque le ministre est là. Je dois dénoncer lorsque le ministre est présent. On a tendance, nous syndicalistes aujourd'hui, à ne donner de la voix qu'au départ de celui qui est là. On a vu ça dans plusieurs ministères. On avait déjà vu ça dans le passé. Ce n'est pas de maintenant que ça date. On a vu ça dans le passé.
Je pense que c'est un peu un aveu de capacité de... Mais ils n'ont peut-être pas été entendus tout le temps. Ils l'ont d'ailleurs dit. Vous avez suivi le battage qui a été fait autour du départ du cas Koma-Oyon. Est-ce que vous avez entendu ce battage-là autour des problèmes quand il était présent? Voilà. Donc, ça rime à quoi de faire les banderoles, de dire merci Talon de nous avoir débarrassé de quelqu'un avec qui vous avez travaillé, même des gens ont collaboré abondamment et à la fin, disons que on fait le show. Ça, c'est juste le show. C'est juste le show pour accabler quelqu'un qui est en train de partir. Et on s'est réjoui donc d'un départ alors que la personne a été ministre pendant 3 ans. Il a fait une belle expérience pendant 3 ans. Et c'est moi qui me réjouis de son départ comme si c'était une catastrophe pour lui. Je trouve que je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors, SG, nous allons aborder une autre partie dans cette émission, de la responsabilité familiale à la responsabilité syndicale, ou je dirais de la responsabilité syndicale à la responsabilité familiale, qui est Anselme Amoussou. Nous allons permettre aux internautes donc de mieux vous connaître sur ces aspects. Anselme Amoussou, je suis à la base instituteur. J'ai été formé à l'approche par compétences. Les premières promotions qui ont été formées à l'école normale sur l'approche par compétences. Et maintenant, je suis au niveau du secondaire depuis quelques années à l'enseignement technique où, après avoir fait une formation d'administration du tourisme et de l'hôtellerie, je forme les enfants au baccalauréat tourisme et hôtellerie à l'enseignement technique quelques années. Je suis tombé dans le syndicalisme, on va dire, un peu par hasard. Par hasard. Ceux qui m'ont connu à l'école normale, ceux qui m'ont connu élève, étudiant, etc., ceux qui m'ont connu au quartier, ils s'étonnent de voir, ils se demandent si c'est la même personne parce que je suis plutôt timide et très effacé. Mais on le sent un peu dans l'action syndicale. On le sent, n'est-ce pas? C'est pour ça que beaucoup de personnes estiment que je ne suis pas un bon syndicaliste. Je ne peux pas être un bon syndicaliste parce que je ne suis pas assez bouillant. Cela étant dit, chacun fait le syndicalisme avec son tempérament aussi. Et je ne crois pas que je suis de ceux qui manquent de courage quand il faut aborder les problèmes des travailleurs. Mais on peut le faire. Je peux vous insulter sans que vous ne le sentiez, que vous l'acceptiez facilement avec la manière. Donc, franchement, c'est une question d'éducation aussi. Quand vous êtes tombé dans le syndicalisme? Par hasard. J'étais secrétaire général adjoint de notre syndicat. Et puis, le secrétaire général est parti sur d'autres fronts. Et donc, ça m'est tombé dessus. Et j'ai eu la chance qu'avec l'accompagnement des travailleurs, des camarades, dans la période où j'assurais l'intérim, on a eu beaucoup de résultats. Et donc voilà, quand on a voulu faire le congrès pour élire un nouveau bureau, ça m'est tombé dessus. Je parle de mon syndicat de base. Hein. Et puis nous sommes affiliés à la CSA Bénin et j'ai été repéré par l'ancien secrétaire général de la CSA, le camarade Lokossou Dieudonné. D'abord par le SG Atibé qui m'a beaucoup aidé pour me former. J'ai eu bénéficié de beaucoup de formations. Et donc après, j'ai intégré l'équipe du SG Lokossou Dieudonné. J'étais l'un de ses adjoints. Et donc voilà, vous savez, dans le milieu syndical, vous pouvez être super intelligent, super efficace. Vous avez besoin que votre leadership soit accompagné par vos aînés. Et moi, j'ai eu la chance donc de bénéficier de l'accompagnement des aînés. Ils sont un certain nombre, dont le SG Lokossou Dieudonné, qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de faire l'expérience à la tête de la CSA Bénin bientôt 5 ans. Et je dois dire que c'est une très bonne expérience. Je suis un homme de conviction. Et quand j'ai ma conviction, j'avance. J'avance, quel que soit ce que ça peut coûter en termes donc d'égratignure pour ma réputation personnelle. Je regarde ma conscience surtout. Jusque-là, elle ne m'empêche pas tant que ça de dormir. Donc, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Vous allez remarquer qu'à la bout du travail aujourd'hui, il y a une inflexion dans l'action syndicale. Vous comprenez très bien que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Et je peux dire humblement que je fais partie de ceux qui ont impacté l'action syndicale au niveau de la bourse du travail dans notre pays. Et c'est un peu ce qu'on me reproche comme étant peut-être ma qualité ou mon défaut. C'est que quand j'ai la certitude que c'est la bonne démarche, c'est la bonne action, j'arrive à convaincre les autres. Et si ceux qui n'ont pas besoin d'être convaincus, qui sont juste dans la critique facile, je ne les écoute pas, j'avance. C'est pas facile, hein, l'action syndicale. Et surtout pour nos familles. Pour nos familles, parce qu'il y a des moments donnés, vous subissez des choses vous-même,
mais ce sont vos proches qui trinquent, ce sont vos proches qui souffrent d'un certain nombre d'incompréhensions et de méchanceté que nous entretenons au niveau de notre du milieu syndical. Donc, je dois dire que ce n'est pas facile. Et la vie syndicale, la vie familiale est fortement impactée par l'action syndicale, les activités syndicales. Vous n'êtes pas souvent à la maison. Et donc, c'est l'occasion de saluer ceux qui vous supportent et qui vous apportent leur soutien malgré toutes ces absences-là également. Je suis marié, pour l'instant monogame. Pour l'instant, il y a des projets en vue. Ben non, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Donc, c'est juste une boutade pour dire. Mon épouse est également du milieu de l'éducation. J'ai failli dire du milieu syndical. Du milieu de l'éducation, elle est directrice d'école à Calavi. Alors, au-delà de l'action syndicale, votre vie, d'accord? Je suis un passionné de lecture. Même si j'ai de moins en moins le temps aujourd'hui, mais je suis un passionné de lecture. Quand je trouve un bon roman, un bon livre, c'est un peu le paradis pour moi. Et donc, quand je ne suis pas dans l'action syndicale ou au lycée à travailler, je suis avec un roman, ou je regarde la télé également quand j'en ai le temps. Je suis un amateur de football. Le football pratiqué par les autres, hein, je regarde en fait. Et mon club de prédilection, c'est le Barça avec Messi. Et je fais un clin d'œil pour dire aux camarades que je déteste le Real. Et de plus en plus, vous êtes devenu également très actif sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. On vous lit aussi. Ça fait également partie de... c'est pas de vos distractions, certainement. Bon, oui, je regarde l'aspect utile pour l'action syndicale et pour la communication de Facebook. Mais il y a des moments où vous arrivez à des niveaux de saturation, d'ennui. Et depuis, on va dire, 45 jours maintenant, je me suis déconnecté complètement de Facebook. On l'a constaté. Mais je vais revenir. Je vais revenir parce que tout le monde me demande, il faut revenir. Et quand je regarde ma propre personne, je ne reviendrai pas, mais je pense que c'est utile. Quand vous êtes un peu en vue, c'est utile pour le groupe que vous incarnez, que vous dirigez. C'est utile de communiquer, d'avoir ce genre d'espace. Donc, je vais revenir bientôt. Voilà, vous savez que Facebook, disons, c'est le couteau à double tranchant, bien entendu. Mais on essaye donc d'avoir les avantages de Facebook. C'est un espace que j'utilise effectivement beaucoup pour communiquer et faire savoir ce que nous avons à dire. J'ai déjà remarqué que j'ai fait des communications sur ma page qui ont obligé le gouvernement à programmer des séances d'échange pour le dialogue social sur des aspects importants. Donc, je trouve qu'il faut savoir l'utiliser. Et je fais partie de ceux qui aiment bien la loi sur le numérique à bien des aspects, parce que, vous savez, c'est trop facile de nuire à la réputation des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous avez dû remarquer que la loi sur le numérique, dans son application un peu stricte, a permis de discipliner un certain nombre de choses. J'ai vu des gens dire « Est-ce que tu as vu telle vidéo de telle autorité ?» et qui n'ont jamais osé publier sur le Facebook. On dit « Non, je vais t'envoyer ça une box. » Je me dis « Ouais, voilà, c'est déjà quelque chose. Sinon, tout le monde espère sur Facebook et ça donne lieu à beaucoup de dérapages, surtout dans notre pays. » Alors, vous êtes acteur du tourisme, on peut le dire comme ça. Oui. Lorsqu'il vous arrive donc de sortir donc de Cotonou, de Calavi, quels sont ces lieux touristiques au Bénin qui vous... Waouh, il y en a beaucoup. Et moi, quand j'ai l'occasion de sortir, je vais dans un milieu, je visite toujours. Il y en a beaucoup, hein, et pas loin de chez nous. Même dans Calavi, déjà, vous avez des endroits que vous pouvez visiter. À Drabo, il y a un espace éco avec des animaux que vous pouvez visiter. Je ne veux pas aller loin. Quand vous allez à Zivier, vous connaissez l'espace Sitatunga, je crois, où vous pouvez visiter des animaux exotiques, etc. etc. Vous allez à Boyko, je ne sais pas si vous avez visité le village souterrain. Le village souterrain. Vous êtes allé voir. Si vous n'êtes pas allé, il faut aller. Parce que je prends cet exemple-là souvent pour dire les Européens ont réussi un lavage de cerveau
qu'il faut dénoncer. Parce que quand vous allez dans le village souterrain de Boycon, vous touchez du doigt l'ingéniosité de nos parents. Quand vous voyez que on creuse, on taille le trou, on taille l'abri, suivant l'usage qu'on veut en faire. Il y a des parties où c'est taillé de façon à ce que l'eau de ruissellement puisse suinter et tomber potable dans une jarre qui sert donc d'eau de cuisine et de boisson pour ceux qui sont à l'abri. Quand vous voyez la partie où on a taillé pour empêcher que les voix de ceux qui sont à l'intérieur soient entendues au dehors, c'est-à-dire on a taillé de façon à ce que le son puisse s'étaler et non pas sortir comme ça. Vous voyez bien qu'il y a de l'ingéniosité. Et donc on n'avait pas forcément besoin des colonisateurs pour nous développer malheureusement. Donc voilà, et puis aujourd'hui le gouvernement a fait l'effort au niveau du parc de la Pandjari. Oui. Il y a beaucoup d'aménagements aujourd'hui. Mis à part la peur de l'insécurité à des moments donnés, j'encourage les camarades à aller voir. Nous avons un problème au Bénin sur le tourisme. Nous ne consommons pas le tourisme nous-mêmes. Et malheureusement, les autorités nous donnent souvent ce mauvais exemple-là. Parce que quand ils sont en vacances gouvernementales, vous voyez le chef de l'État qui va en France, vous voyez les ministres qui vont, etc., etc. Alors que dans notre pays, il y a tellement de choses qu'on peut visiter. Donc voilà, le tourisme domestique doit être développé. On a aujourd'hui des éléments d'espoir parce que de plus en plus, nos enfants organisent des excursions dans les écoles. Je crois que ça peut donner la fibre touristique aux uns aux autres. Et puis, il y a les problèmes du tourisme. Il faut aménager les places. J'étais la dernière fois dans les collines à Dassa où vous avez des choses formidables que vous pouvez visiter. Mais à des moments donnés, il faut avoir le cœur vraiment trempé pour pouvoir évoluer parce que c'est de la saleté. Et souvent, ce que nous remarquons, c'est que les collectivités locales, les mairies, n'entretiennent pas et parce qu'ils disent qu'elles n'ont pas les moyens, alors qu'on a besoin de peu de moyens pour au moins entretenir ce qui existe et le mettre en valeur. Alors, nous allons finir cette émission, mais avant, nous allons vous laisser dire donc votre dernier mot. Je voudrais vous remercier. Je connaissais bien Arnaud. J'avais de temps en temps vu Bénin Web TV. C'est la première fois que je viens dans vos studios et je vous dis chapeau, félicitations. Il y a des gens qui font du bon travail avec peu de moyens, qui sont plutôt discrets. Et je pense que c'est notre devoir, nous tous qui profitons de ce genre d'investissement, de pouvoir contribuer également, soutenir. Et donc, aux camarades qui nous écoutent, je voudrais leur dire que nous avons besoin de maintenir le cap de l'action syndicale intelligente, en tout cas plus intelligente que ce que nous avons vécu à une certaine époque, pour dire que nous devons apprendre à faire le bruit, mais le bruit qui est efficace et non pas le bruit pour le bruit. Et le bruit ne peut que se faire que si nous sommes mobilisés. Nous avons nos problèmes de guerre de leadership, nous avons nos problèmes de crise de confiance, nous devons les corriger, les régler, discuter, les régler. Et donc sortir de cette défiance vis-à-vis des responsables syndicaux que nous sommes. Et parce que nous avons compris quelle est notre part dans cette réforme que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons corriger dans notre approche, dans notre posture, et nous essayons donc de le faire. Mais nous le ferons rapidement et correctement que si nous sommes pressés par, disons, le devoir de demander des comptes que nos camarades peuvent exercer. Et enfin, je voudrais demander au ministre des Enseignements maternels et primaires de réagir et de faire en sorte que les lauréats de 2020 puissent savoir effectivement ce qui s'est passé. C'est un devoir pour lui. C'est une obligation en tant qu'autorité. Et nous n'allons jamais cesser donc de le bousculer, de l'interpeller sur la question tant que nous n'avons pas donc cette réponse-là. Encore une fois, merci pour l'invitation que vous faites à la CSA Bénin à travers ma personne. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour ce dimanche. Nous avons reçu pour vous Anselme Amoussou. Il est secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Avec lui, nous sommes revenus sur la question du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique édition 2020. Il a dénoncé une situation de pourriture que le ministre doit nécessairement clarifier. Nous avons également parlé du nouveau mandat et des attentes donc de son syndicat. Merci d'avoir été là et à dimanche prochain.